résumé, j'étais très ambitieuse, je trouve, et je n'arriverai jamais à parler de tout ce que j'ai annoncé dans le résumé pendant le temps imparti. Alors, nos aliments sont plus ou moins sûrs en 2017 qu'en 1905. Alors, pourquoi 1905 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 1905 ? Il y a la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est pas pour ça. Il y a la révolte du Potemkin. Ça n'a pas l'air d'être pour ça non plus. Einstein, qui avait 26 ans, a bouleversé la physique, et rappelez-vous, E égale MC2, je ne sais pas qui d'entre vous se va appliquer encore, pas moi. Il y a la première apparition de Bécassine, premier numéro de la semaine de Suzette, c'était ça. Et il y a le premier congrès d'Espéranto. Alors, comme j'avais peur que cette présentation soit un peu austère, j'ai demandé à Bécassine de m'accompagner sur quelques diapos. Au début, j'avais mis sur toutes les diapos, c'était un peu lourd, donc Bécassine va nous accompagner, c'est pour ça qu'elle est là. Hein. Alors, pardon. Aïe, 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 ça commence. Alors, en 1905, en fait, il y a la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles. Puis, il y a la loi du 29 janvier 1906 qui porte composition du Conseil supérieur du public de France, dont on va reparler. La loi du 1er août 1905 sur le commerce des denrées alimentaires voulait garantir que les progrès de la science et l'amélioration des techniques ne porteraient pas préjudice à la santé du consommateur. Alors, en 1902, il y avait aussi eu la première loi relative à la protection de la santé publique, qui avait précédé. Alors, il faut savoir que la loi de 1905, c'est M. Melville, le ministre de l'Agriculture de l'époque, qui l'a fait voter. Elle est en préparation depuis la fin du XIXe siècle. Ils ont mis énormément de temps pour arriver à la produire. Alors, je ne vous demande pas de lire tous ces textes d'application, simplement, j'ai mis en rouge tout ce qui est important. Le prélèvement des échantillons, les boissons, les denrées alimentaires, pardon, répression des fraudes, semences et fourrages, bière, liqueur, etc. Voilà, on en parlait hier. Alors, il y a deux dates qui, moi, me paraissent fondamentales. 1912, le principe de la liste positive est émis en France. Qu'est-ce que la liste positive ? C'est le fait que tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Ça paraît évident comme ça, mais je crois que si déjà les consommateurs connaissaient ce principe, ils seraient rassurés. Sauf que personne n'en parle jamais. Et puis 1956, eh bien, la douche journalière acceptable, le paramètre qui va nous permettre d'évaluer la sécurité du consommateur, on va en reparler. Mais deux dates, à mon avis, extrêmement importantes. Alors, j'ai décidé de vous traiter aujourd'hui de l'évaluation du risque, des agences de sécurité alimentaire, des garde-fous, on verra dans quel sens, de l'intérêt du conflit d'intérêt, parce qu'on fait très peur aux consommateurs avec ça, mais on dit n'importe quoi. Et puis, il a été publié récemment un papier qui est passé complètement inaperçu, qui compare les données de contamination, d'exposition et l'évaluation du risque entre les années 70 et maintenant, et on va voir si c'est mieux ou moins bien. Alors, les agences de sécurité alimentaire. Eh bien, de 1905 à 1999, c'est la section alimentation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qu'entre nous on appelait Conseil Sup, qui a travaillé sur ces problèmes de sécurité alimentaire. Et dès 1984, il y a un certain nombre de groupes de travail qui venaient en appui et qui préparaient le travail pour la section alimentation du Conseil Sup. Vous voyez la liste ici de ces différents groupes de travail, et vous voyez qu'apparemment, tous les éléments qui peuvent inquiéter le consommateur étaient inclus. 1999-2010, 1999, création de l'AFSA, l'Agence française de sécurité. J'ai donné un coup de genou, donc quoi.
touche à rien. Hein. Alors l'AFSA, c'était quand même l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, 1999-2010. Et si on compare les groupes de travail qu'il y avait au niveau du Conseil Sud, section alimentation, et au niveau de l'AFSA, c'est à peu près les mêmes. Bon, il y en a un nouveau qui est arrivé sur la vache folle, je crois, mais en gros, c'est à peu près les mêmes. Et puis à partir de 2010, l'AFSA et l'Agence de l'environnement, qui s'appelait l'AFSA, ont fusionné. Donc là, c'est beaucoup plus... les missions de l'ANSES sont beaucoup plus larges. Et rien que si on regarde les groupes de travail liés à l'alimentation, il y en a beaucoup plus, et c'est la slide suivante. Au niveau européen, a été créé le Scientific Committee of Food. Alors, j'ai plus la date dans la tête, mais je suis sûre que j'ai 84. Non. Oui, bien sûr, c'est vrai. Alors, a été créé le Scientific Committee of Food, qui a été remplacé en 2003, je crois, par l'EFSA, l'European Food Safety Authority, l'Agence européenne de sécurité, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire. Ouais. Vas-y. Bon, on en était là. Donc voilà tous les groupes de travail de l'ANSES. J'en ai supprimé un qui était annoncé comme associé à l'alimentation. En fait, j'en ai supprimé un de la liste parce que c'était les cigarettes, vous savez, les substituts des cigarettes. Là, je ne sais pas très bien en rapport avec l'alimentation. Mais enfin bon. Alors, ensuite, voilà, 74. Le Scientific Committee of Food, avec là aussi un certain nombre de groupes de travail qui préparaient le travail pour le Scientific Committee of Food, qui a été présidé par Gérard Pascal. Et l'EFSA a remplacé le Scientific Committee of Food, et vous voyez que si on compare aussi, alors là ça s'appelle des panels, hein, à l'EFSA, si on compare les panels, on est à peu près sur les mêmes thématiques. Alors, quels sont les progrès qu'on peut noter entre l'époque du Conseil Sud et aujourd'hui l'ANSES ou l'EFSA avant, et le Scientific Committee et l'EFSA? Alors, moi j'ai participé au Conseil Sud, au Scientific Committee, à l'EFSA et à l'EFSA. Que ce soit le Conseil Sud ou le Scientific Committee, je n'ai jamais posé candidature, j'ai été pressentie en fonction de mes compétences. Là, aujourd'hui, un dossier de candidature à l'EFSA, vous en avez pour entre 3 et 4 heures pour le remplir. Encore. On ne faisait pas de déclaration d'intérêt, ni au Conseil Sud, j'en ai jamais fait, ni au Scientific Committee, mais je n'étais que dans un groupe de travail, je n'étais pas avec les grands. Aujourd'hui, que ce soit à l'ANSES ou à l'EFSA, il y a des équipes de scientifiques qui apportent un appui scientifique fantastique. Autrefois, au Scientific Committee, on était tout seul avec notre papier et notre crayon. Enfin, c'était vraiment un boulot extrêmement difficile. Bon, aujourd'hui, les agences, je crois qu'à l'EFSA, ils sont 450 permanents qui vraiment apportent un appui scientifique extrêmement important, pas uniquement administratif. Puis aujourd'hui, il y a Internet, donc tout est plus facile, bien entendu. Alors, je vous propose de comparer deux opinions sur le même sujet, l'un rendu par le Scientific Committee. Alors, j'ai participé aux deux, donc je plaide coupable. L'un rendu par le Scientific Committee, c'est le déoxyribonucléone mycotoxine, ça n'étonnera personne parmi ceux qui me connaissent, puisque c'est mes petites copines. Scientific Committee of Food, 1999, 9 pages. EFSA, ça vient de sortir, 345 pages. Alors, il faut dire qu'à l'EFSA, dans l'AS, particulièrement, on évalue aussi le risque pour les animaux tout compris, de ferme, domestiques, etc. Donc on peut en enlever la moitié, mais quand même, on n'est pas dans le même, dans le même ordre de grandeur. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, puis après tout, il avait dit qu'il fallait répéter pour que ça rentre bien, je vais reprendre rapidement les principes d'évaluation du risque pour que vous compreniez la suite.
Alors d'abord, ne pas confondre danger et risque. J'en ai marre d'entendre les médias utiliser les mots danger et risque comme s'ils étaient synonymes. Le danger, c'est la probabilité, le risque, pardon, le risque, c'est la probabilité pour qu'un effet indésirable sur la santé survienne à la suite de l'absorption d'une denrée alimentaire présentant un danger. Le danger, c'est l'effet toxique. Le risque, c'est la probabilité d'être exposé à cet effet toxique. Tous les avions tombent, c'est le danger. Le risque, c'est la probabilité d'être dans un avion qui tombe. Et ça, je crois qu'il serait grand temps que la presse, les médias, comprennent une bonne fois pour toutes que ce n'est pas parce que quelque chose présente un danger qu'il y a risque. Alors là encore, l'analyse du risque, il faut bien séparer. Il y a l'évaluation du risque. C'est les scientifiques qui font dans les agences de sécurité alimentaire. Et ils concluent, il y a un risque ou il n'y a pas de risque. C'est un peu conspirage, je l'ai déjà dit ici, mais c'est comme ça. Et c'est le gestionnaire du risque qui prend les décisions, les autorisations et les contrôles. Puis après, il y a la communication du risque, mais ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, en espérant qu'on arrivera à faire au moins aussi bien que d'autres, et mieux, ça serait bien. Alors là, c'est juste un petit schéma que j'ai volé à Jean-Charles Leblanc pour montrer que les instances qui font la science, qui font l'évaluation scientifique, en France, c'est l'ANSES, en Europe, c'est l'EFSA, et puis il y a un organisme international qui dépend de l'OMS et de la FAO, qui est le GEFA, le JMBR, etc. Et puis les décideurs, eh bien, en France, c'est nos ministères de tutelle, en Europe, c'est la Commission européenne, et au niveau international, c'est le Codex Alimentarius. Alors, il faut bien distinguer quand on parle de risques, les contaminants naturels et les substances et denrées soumises à autorisation, ce qu'on appelle aujourd'hui les produits réglementés. Produits réglementés, additifs alimentaires, produits phytosanitaires, médicaments vétérinaires, packaging, OGM. Quand vous avez une substance ou une denrée dont vous voulez obtenir l'autorisation de mise sur le marché, vous devez faire des études toxicologiques très très poussées, qui coûtent très cher. Et après, le dossier est évalué. Les contaminants naturels, eh bien, Dame Nature vient nous les mettre. C'est les mycotoxines, c'est les toxines qu'on trouve dans les fruits de mer, c'est les métabolites secondaires des plantes. Personne ne va payer plusieurs millions d'euros d'études toxicologiques. Donc les études toxicologiques les dossiers toxicologiques sont de très mauvaise qualité, et évaluer le risque de ce type de molécules, c'est une sacrée gymnastique intellectuelle, sans donner. Alors je rappelle qu'en toxicologie alimentaire, aucun effet indésirable n'est toléré, il n'y a pas d'expérimentation humaine, il n'y a pas de toxicovigilance, et puis bon, on a deux catégories. Alors l'évaluation du risque, vous avez 4 étapes, celui qui en a parlé avant moi, vous avez l'identification des dangers, des effets toxiques, vous avez la caractérisation des dangers qui va nous amener à définir un paramètre de sécurité, une valeur toxicologique de référence, l'évaluation de l'exposition, la caractérisation du risque. Alors, pour caractériser le danger, je vous l'ai dit, il faut beaucoup d'études toxicologiques. Il faut savoir ce que devient la molécule dans l'organisme. Ça s'appelle l'ADME, absorption, distribution, métabolisme et excrétion. Des études de toxicité qui vont durer sur 1/10 de la vie de l'animal, puis sur la vie entière, des études d'effets sur l'ADN, des études de cancérogénèse, est-ce qu'on a des tumeurs qui vont apparaître, des études sur l'effet sur la reproduction et aussi sur le développement embryonnaire. À partir de là, on va définir la DGA, inventée par un Français, on va faire un petit peu de cocorico, c'est la dose, c'est la quantité d'une substance qu'un individu peut ingérer tous les jours de sa vie sans courir le risque pour sa santé. Et voici M. Trouillot qui a inventé ce concept en 1956. Comment on va faire? On va prendre toutes les études toxicologiques. Dans chaque étude, tous les deux sexes confondus. Dans chaque étude, on va sélectionner la dose qui n'a aucun effet toxique. Ensuite, on prend toutes ces doses et on prend la plus basse. Et cette dose
sans effet toxique chez l'animal le plus sensible, on va la diviser par 100, parce qu'on va considérer que l'homme est 10 fois plus sensible que l'animal le plus sensible, et qu'il y a une hétérogénéité dans la population humaine. Et c'est ce qu'on appelle la dose journalière acceptable. Quand on est sur un contaminant naturel, on n'accepte pas, on tolère. Donc c'est la dose journalière tolérable, et on va faire la même chose, mais souvent, comme les études sont de très mauvaise qualité, on est obligé de mettre un facteur de sécurité supplémentaire entre 2 et 10. Et puis, alors, qui définit ces paramètres de sécurité? Ce n'est pas l'industriel, hein, c'est les agences de sécurité dans le monde entier. Après, étape essentielle, évaluation de l'exposition. Hein. Et je crois que dans les dernières années, les plus gros progrès qui ont été faits dans l'évaluation du risque, c'est sur l'évaluation de l'exposition. C'est quoi l'exposition? C'est la quantité auquel je vais être exposé, quelle quantité je vais ingérer tous les jours de ma vie. Pour ça, il faut connaître la consommation de chaque denrée alimentaire et le niveau de contamination de chaque denrée alimentaire dans lequel la molécule va être présente. Alors, j'ai emprunté ces diapos à Jean-Charles Leblanc, qui est vraiment à l'origine de très nombreux progrès dans le cadre de l'exposition. Vous avez donc un certain nombre de denrées dans lesquelles vous pouvez retrouver une substance. Vous avez à la deuxième colonne la quantité consommée, troisième colonne la quantité de la substance qu'il y a dans l'aliment, et vous arrivez à la quantité, vous divisez par le poids de l'individu, et vous arrivez à la quantité ingérée tous les jours pour chaque aliment de la substance, ce soit un résidu de pesticide, un additif, n'importe quoi, et vous faites la somme, vous arrivez au total. Ah, c'est en plus animé. Alors, on va évaluer l'exposition et on va évaluer la consommation. Hein. Et la consommation, on va l'évaluer, une courbe de consommation, toujours une courbe de Gauss. Donc on va prendre la moyenne des consommateurs, mais on va prendre aussi les gros consommateurs. Donc on va au 95e percentile, éventuellement le 97e 5, puis après les forts consommateurs, vous savez, ça part en asymptote, et là on n'y arrive plus, on considère que c'est des comportements aberrants. Et on va faire ça chez les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, et puis plus s'il faut. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, après, on va comparer la DJA, la dose qui n'a aucun effet toxique chez l'animal le plus sensible, divisée par 100 à l'exposition. Si l'exposition est inférieure à la DJA, on considère qu'il n'y a pas de risque. Si elle est supérieure, on considère qu'il peut y avoir un risque. Donc, vous voyez, c'est extrêmement protecteur. Alors, aujourd'hui, on a d'autres approches, mais je n'ai pas le temps de vous les développer. Quelquefois, on n'arrive pas à fixer une DJA. Donc, on a d'autres approches, mais on pourra faire un autre séminaire sur les nouvelles approches en toxicologie qui nous permettent d'essayer une évaluation du risque sans forcément avoir toutes les données. Alors, c'est le Threshold of Toxicological Concern, c'est la margin of... On n'arrive pas à les traduire, excusez-moi. C'est la margin of exposure. C'est le weight of evidence, c'est par ici le poids de la preuve, le read across, on fait des comparaisons entre plusieurs molécules, mode of action, mais je n'ai vraiment pas le temps de vous les développer. Ce que je tiens absolument à vous développer, c'est à vous expliquer pourquoi, quand dans les médias, quand dans les ONG, on entend dire qu'il est scandaleux que les industriels financent eux-mêmes les études et les diligences, pourquoi c'est complètement idiot de dire ça, parce qu'il y a des garde-fous. Alors, comment ça se passe? Vous avez la réglementation qui va vous imposer de faire un certain nombre d'études toxicologiques, qui va imposer ça à l'industriel. L'industriel, comment je fais là? J'ai une souris, je ne sais pas, voilà. L'industriel qui veut faire une demande d'autorisation ne va pas faire les études lui-même aujourd'hui, donc va se retourner vers des gens compétents. Alors, surtout pas des universitaires illuminés dans mon genre sur un coin de paillasse. Les universitaires, les académiques sont incapables de faire ces études. C'est hors de question. Il faut qu'ils s'adressent à des centres de toxicologie expérimentale spécialisés là-dedans. Mais surtout, la réglementation leur impose que ce centre soit accrédité, qu'il soit reconnu par les autorités, en France c'est le COFRAC, comme pour ces études, comme quoi ils sont capables de faire les études, qu'ils les font correctement, et ils sont inspectés régulièrement.
Deuxièmement, les études toxicologiques doivent obligatoirement suivre des protocoles internationaux qui sont dictés par les lignes directrices de l'OCDE. Et troisièmement, elles doivent être faites suivant les bonnes pratiques de laboratoire. Donc l'industriel va diligenter ses études, ces études vont faire l'objet de rapports qui vont être donnés à l'industriel, qui va fournir le dossier aux agences. Mais en cas de doute, rien n'empêche les agences d'aller inspecter les CRO au cas où ils ont un doute sur un certain nombre de choses. Alors, comme je pense que bien peu parmi vous ont vu un vrai rapport toxicologique, j'ai voulu vous en montrer un pour que ceux d'entre vous qui disent que c'est bidon ou bidonné, voilà. Ça, c'est une étude chez la Lapine pour voir l'effet sur le développement embryonnaire. Vous voyez que on a ici précisé que c'est fait suivant la ligne directrice OCDE. Très important. Et puis, ici, ben, c'est la même. Et voilà le sommaire. Hein. C'est pour ça que Bécassine est très dubitative. Alors, vous avez toutes les informations possibles et imaginables. Et si vous regardez bien, vous avez 400 pages, 350 pages. Hein. Et puis, entre autres, vous avez le poids des animaux toutes les semaines, la consommation alimentaire, les prises de sang, etc., etc. Hein. Et puis, vous avez l'assurance qualité. Ces rapports sont signés et engagent la responsabilité des gens qui l'ont signé pour l'industriel. Alors nous, dans les agences, on fait quoi? Eh bien, quand on a ce rapport d'études, on va vérifier que le centre de tox qui les a réalisés est accrédité, on va vérifier qu'ils ont bien suivi les lignes directrices OCDE, on va vérifier s'ils ont bien été réalisés selon les bonnes pratiques de laboratoire, puis après on va regarder les résultats en détail pour voir si on arrive à la même conclusion. Si on a des doutes, on peut demander à l'agence d'aller inspecter. Donc, moi je suis convaincue que c'est à l'industriel de diligenter les études, on a des garde-fous, et il faut savoir que ces études coûtent une fortune. Moi, je paye mes impôts, mais pas pour qu'ensuite l'industriel a gagné de l'argent si c'est nous qui payons ces études. C'est pas à nous de les payer. Hein. C'est à l'industriel, dans le cadre du développement de sa molécule, de payer ces études. Et c'est comme ça qu'un jour, on s'est aperçu que quelqu'un qui nous a fait du buzz pas possible autour de l'aspartame avait des étagères en bois, ce qui est totalement interdit par la réglementation, qui était à l'origine des effets toxiques, parce qu'il y avait des sports qui étaient allés se balader, il y avait des pneumonies pour entraîner des leucémies, etc., etc. Et en fait, tous ces résultats étaient faux, parce qu'il avait des étagères en bois. Alors, je voudrais aussi vous parler de l'intérêt et du conflit d'intérêts. Là aussi, ça finit par être agaçant, quand on est expert, d'être en permanence accusé d'être malhonnête. Qu'est-ce que l'intérêt? L'intérêt, c'est le fait qu'en tant qu'universitaire ou qu'académique, vous avez des contrats avec des industriels. Ça peut être des contrats de recherche, ça peut être d'aller faire un topo chez un industriel pour lui expliquer un détail, etc. Nous ne sommes pas coupables d'avoir des intérêts. Au contraire, nos organismes de tutelle souhaitent qu'on travaille avec les industriels, et je pense qu'on ne fait pas un bon expert si on ne connaît pas un peu l'industrie. Les agences actuellement demandent des déclarations d'intérêt. C'est-à-dire qu'on doit faire la liste de tous nos intérêts. Pas de problème. Il n'y a aucun problème. On donne la liste de tous nos intérêts. Le seul problème, c'est qu'ils les rendent publics et que les médias mal intentionnés se jettent dessus. Ensuite, il y a le conflit d'intérêts, qui n'a rien à voir avec l'intérêt, ou si peu. Vous êtes en conflit d'intérêt si un dossier qui est examiné dans le comité où vous êtes a été déposé par un industriel avec qui vous avez un intérêt. Mais tant que ce cas n'arrive pas, vous n'avez pas de conflit d'intérêt. Vous avez juste des intérêts. Et puis il y a la gestion du conflit d'intérêt qui est fondamentale, qui est, eh bien, l'agence et moi-même, nous reconnaissons que j'ai un conflit d'intérêt sur ce dossier-là, je ne participe pas au débat, je sors, je ne reçois aucun document le concernant. Et la décision est prise en dehors. Donc, vraiment, j'en ai marre de cette histoire. Hein. Avoir un conflit d'intérêt n'est pas synonyme. Avoir un intérêt n'est en aucun cas synonyme d'avoir un conflit d'intérêt. Et ça, les journalistes n'ont
toujours pas compris. Il suffit que vous déclariez un intérêt pour que vous soyez accusé d'avoir un conflit d'intérêts. Et avoir un conflit d'intérêts n'est pas synonyme de malhonnêteté si l'expert concerné ne participe pas à la discussion. On peut être malhonnête à deux niveaux. On peut être malhonnête dans sa déclaration d'intérêt, si on ne déclare pas tout. On peut être malhonnête si on reste à la discussion. Ça s'est produit dans la Chance du médicament, dans des cas qu'on connaît très bien. Mais je vous avoue que ça n'est jamais arrivé. Et je voudrais aussi revenir, nous les experts, à quelle pression est-ce qu'on peut être soumis? On dit toujours les industriels font pression. On peut être soumis à la pression des politiques, des médias, des ONG et des industriels. Et à titre personnel, j'ai été soumis à la pression des politiques qui ont osé corriger un texte d'expertise qui n'allait pas dans le sens qu'ils voulaient, qui était d'activer une clause de sauvegarde au niveau européen. Mon texte a été modifié. D'accord. Pression de la part des médias, alors le nom du journaliste qui vous appelle pour que vous ayez la gentillesse de dire ce qu'ils ont l'intention d'écrire, je ne vous dis pas. Et si vous ne dites pas ce qu'ils ont envie d'écrire, ça ne va pas. Et puis j'ai été agressée par un journaliste d'envoyé spécial pendant 20 minutes qui m'accusait d'avoir des conflits d'intérêts, alors que je n'avais qu'un intérêt, et qui a fait un reportage sur moi, j'étais pourrie et tout. Donc ça, c'est une pression des journalistes aussi, je suis désolée. Les ONG, eh bien, il est arrivé dans une réunion, et en bas de l'immeuble, il y avait une ONG qui faisait la grève de la faim pour qu'on prenne la décision qu'ils voulaient qu'on prenne. Bon, la grève de la faim, ça faisait 10 jours qu'il la faisait, mais c'était 24 heures chez un retour. Hein. Bon. Et très honnêtement, je n'ai jamais subi de pression de la part d'industriels. Alors maintenant, je vais vous parler de cet article qui est passé complètement inaperçu sur les données de contamination, de consommation et de risque entre les années 70, 2000 et 2010, qui a été publié par l'ANSES, et le premier auteur est une de mes étudiantes en Master 2, et j'en suis très fière. Alors, quelles étaient les données? Entre 1976 et 1978, il a été réalisé l'inventaire national de la qualité alimentaire. Je pense que j'ai rarement été impliquée dans cette histoire. Hein? Et puis en 2001, 2003, 2006 et 2010, l'AFSA et l'ANSES ont publié des études de l'alimentation totale où ils cherchaient à connaître toute la contamination ayant les données de consommation, ils pouvaient évaluer le risque pour la consommation française. Alors, Calypso, c'est les produits de la mer, et EATI, c'est infantile. Alors, l'inventaire national de la qualité alimentaire, c'est 46 substances, c'est 350 aliments, c'est 58 000 résultats analytiques. Nous sommes en 70, c'est-à-dire, là aussi, les données analytiques sont ce qu'elles sont avec les méthodes d'analyse que l'on a à l'époque. Hein. Depuis, ça a fait d'énormes progrès. Alors, ils ont donc recherché un certain nombre de substances. Alors, pour évaluer la consommation, dans ce papier, ils sont un peu mal à l'aise parce qu'il n'y avait pas d'études de consommation de l'époque. Donc, ils ont pris des études de consommation un peu postérieures. Donc, il y a des biais dans cette publication. Alors, en termes de contamination, je vais vous donner deux exemples. En termes de contamination des boissons fraîches sans alcool en plomb, vous voyez que la contamination a sérieusement diminué entre l'époque de l'inventaire et EAT1 et EAT2. En termes de charcuterie et de nitrites, sujet à la mode en ce moment, idem. La contamination, je veux dire, a fortement diminué. En termes de contamination, dans cet article, il conclut que la contamination moyenne est moins élevée dans les études d'alimentation totale réalisées en 2000 et ensuite que dans l'inventaire, pour le cadmium dans les légumes, le pain et les produits de panification sèche, pour les nitrites, dans la charcuterie, pour le plomb dans les boissons alcoolisées et fraîches, le pain, les produits de panification, et qu'il n'y a aucune différence significative au niveau du mercure total dans les poissons de mer et des sulfites dans les boissons alcoolisées. Ça ne vous étonnera pas. En termes d'exposition, donc la contamination multipliée par la consommation
D'accord? Alors, si on regarde le cadmium, par exemple, on voit qu'il y a une diminution, en effet, depuis les années 70, mais dans la deuxième étude d'alimentation totale, il semble qu'il y ait de nouveau une augmentation. Si on regarde la patuline, qui est une mycotoxine, la patuline, alors là, vous avez une diminution de l'exposition qui est extrêmement importante. Si on regarde le diméthoate, vous savez, ça a fait l'actualité sur les cerises récemment, cet été. Donc, il est clair que l'exposition diméthoate a augmenté. Et si on regarde l'exposition, on voit que l'exposition moyenne des adultes, des enfants et adolescents est dans les études de l'alimentation totale, comparée à celle de l'inventaire, est moins élevée pour 18 substances, cadmium, méthylmercure, un certain nombre de pesticides, les nitrites, les sulfites, l'exposition. La patuline, mais plus élevée pour 3 pesticides, le captane, l'endosulfan et l'iméthoate. Alors, l'exposition moyenne des forts consommateurs aux produits de la mer est quand même plus faible pour le plomb que dans les années 70 et plus élevée pour le méthylmercure. Maintenant, on caractérise le risque. On compare l'exposition calculée à la DGA, la dernière étape. Pour les adultes, les enfants et les adolescents, le risque pouvait être écarté. Exposition inférieure à la DGA pour la majorité des pesticides. Ça va faire plaisir à M. Pagès. Et il ne peut pas être écarté pour certains additifs alimentaires, nitrates, nitrites et sulfites, et les éléments traces. Le risque a diminué de manière générale. C'est-à-dire que le pourcentage d'individus qui vont dépasser la DGA ou la DJT est plus faible. Maintenant, pour le cadmium chez les enfants, on passe de 60% des individus à 15%. Pour les sulfites, on passe de 8,5 à 3. Et pour les nitrites et la patuline, on n'a aucun individu qui va dépasser la DGA. Et pour les 3 pesticides, il n'y a pas de dépassement de DGA. Alors, en conclusion, les Cassine s'est mis à faire des crêpes, ce qui peut être inquiétant. En ce qui concerne les produits réglementés, entre 1905 et 2007, il y a d'énormes progrès dans l'évaluation du risque. Il y a la liste positive, il y a la définition de la DGA. Alors, je ne vous ai pas parlé de l'acute référente dose, mais c'est un autre paramètre de sécurité si vous êtes exposé à forte dose d'acide. Les dossiers toxicologiques sont de bien meilleure qualité. Moi, quand j'ai commencé le processus, on n'avait pas les études. Il suffisait que l'industriel dise tel test est négatif pour qu'on répète tel test négatif. On ne voyait pas l'étude, on ne voyait pas le rapport. Donc vraiment d'énormes progrès dans les études toxicologiques. Vous savez bien qu'au début, on n'évaluait pas l'effet sur le développement embryonnaire. Depuis la fin des années 50, on le fait, etc. Au niveau de l'exposition, à mon avis, c'est là qu'il y a eu les plus gros progrès dans les données de consommation. Et franchement, en France, on est très en avance là-dessus. Puis dans les méthodes analytiques, bien sûr, on détecte de plus en plus à des doses de plus en plus fines. Et puis la qualité du travail dans les agences de sécurité alimentaire, où évidemment, avec une aide extrêmement importante, un appui scientifique important, eh bien, on fait du bien meilleur travail qu'on ne le faisait avec un crayon de papier, une gomme et un cahier. En ce qui concerne les contaminants naturels, par contre, je trouve que rien n'avance. Ça n'avance pas. Il n'y a pas de liste positive, bien entendu. Les contaminants naturels, on les tolère, on ne les autorise pas. On est obligé de déterminer la DJT. Bon, la DJT, c'est bien gentil de l'avoir définie. Mais encore faudrait-il avoir des dossiers toxicologiques fournis. Et personne ne va payer les études. Une étude longue, chronique, cancérogène, c'est plus d'1 million d'euros. Qui va payer ça? Personne. Moi, je suis expert au niveau des mycotoxines. J'ai des dossiers vides en toxico. Complètement vides. Les données, par contre, en termes d'exposition, on sait très bien calculer, les données de consommation, on les a, les méthodes analytiques ont fait d'énormes progrès. Alors aujourd'hui, on a de beaux données d'exposition, mais pour définir la DJT, on fait entre nous à la vache que je te pousse. Les agences de sécurité alimentaire, eh bien, elles font le maximum, mais elles ne peuvent pas faire plus que les autres. Et donc, tout ce qui est contaminant naturel
et mal évalué. Ça va faire plaisir à Léon Guédard. Et je voudrais ici vous alerter sur les compléments alimentaires à base de plantes. Alors c'est mon dada, je n'arrive pas à faire avancer les choses depuis bientôt 20 ans. Aucune étude toxicologique n'est requise pour mettre sur le marché un complément alimentaire à base de plantes. Il n'y a donc aucune évaluation du risque par les agences. L'autorisation est basée sur l'histoire. Alors en France, on a une liste de plantes censées être sans danger. Cette liste de plantes est contestée par les pharmacognosistes. Vous savez, les pharmacognosistes, c'est les pharmaciens qui sont spécialistes des métabolites des plantes. Cette liste de plantes est contestée par l'Académie d'agriculture parce que c'est une liste de plantes. L'Académie de pharmacie, pardon, c'est une liste de plantes sans préciser si c'est la tige, la feuille, la racine, etc. Et là, l'Académie d'agriculture n'est pas du tout d'accord. Alors en 2008, quand l'EFSA était dirigée par une Française, que vous connaissez pour la plupart, Catherine Génin-Lanel, elle avait autosaisi l'EFSA pour faire des lignes directrices sur les tests qu'il faudrait faire sur les compléments alimentaires à base de plantes. Ça n'a jamais été suivi dans la réglementation. Par contre, on a évalué 2 extraits de plantes, parce que les Américains, il y a une faute d'orthographe, les Américains, pas les Américains, les Allemands ont saisi l'EFSA. C'était des compléments alimentaires à base de plantes vendus sur Internet. Dans les 2 cas, il y avait un risque important pour le consommateur. Alors moi, je crois qu'il y a une chose aussi qui est importante que je ne vous ai pas dite. Il y a 2 choses. Premièrement, le problème des mélanges, si vous voulez, on en parlera pendant les questions. Deuxièmement, je trouve extrêmement dommage que les industriels refusent de publier leurs études. Certes, ils les ont payées très cher, mais ça nuit à la transparence de l'évaluation du risque. Et ça, il faut vraiment que les industriels évoluent là-dessus. Alors pour conclure, je voudrais vous citer la phrase de Gustave Franois, que je n'ai pas vraiment rencontré, mais qui était le premier rapporteur du projet de la loi de 1905 à la Chambre en 1904, quand un homme a pris le matin à son petit déjeuner du lait conservé avec de l'aldéhyde formique, quand il a mangé à son déjeuner une tranche de jambon conservée par du borax, des épinards verdis par des sulfures, quand il a arrosé cela d'une demi-bouteille de vin plâtré à l'excès, et cela pendant 20 ans, comment voulez-vous que cet homme ait encore un estomac? Alors je vais vous rassurer, l'aldéhyde formique n'est pas autorisée dans le lait, le borax n'est autorisé que dans le caviar, les sulfures ne sont pas autorisés sur les épinards, et alors je ne sais pas avec quoi il faisait du vin plâtré, mais à mon avis, c'est plus autorisé. Je vous remercie. Merci Madame. Sans plus attendre, on donne la parole à Gérard Pascal pour faire le débat commun aux 2 exposés à la fin. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous délivrer un message, non pas de Chamalières, qui effectivement est une commune assez bobo, vieillissante quand même, mais du fin fond des montagnes auvergnates, depuis un petit village de 160 habitants au milieu des forêts, dans lequel je vous invite très volontiers à venir le visiter, dans lequel les innovations ne sont pas absentes. Et en particulier, on y trouve des bovins qui résultent de la sélection la plus moderne et qui sont magnifiques à regarder. Donc, il y a de la boue, j'ai de la boue au sabot, mais sur le plan de l'innovation, c'est quand même pas négligeable. Alors, je vais essayer de baser ma présentation sur mon expérience personnelle, parce que finalement, elle est jalonnée par un tas d'épisodes qui concernent des évaluations scientifiques, des communications de différents styles, et puis finalement des réactions des consommateurs. J'ai commencé ma carrière de chercheur au laboratoire en
essayant d'évaluer les risques liés à certaines catégories d'additifs alimentaires. Vous voyez qu'on est là en pleine coordination avec Dominique Parent-Massin. Et puis en même temps, et en particulier donc des additifs antioxydants, BHA, BHT, dont on parle maintenant comme des perturbateurs endocriniens, puis d'autres antioxydants. Puis en même temps, très vite, j'ai participé à des réflexions en matière d'évaluation de risque, non plus au laboratoire, mais dans des groupes, alors qui n'étaient pas des groupes d'experts à l'époque, au sein du Centre national d'études et de recherche sur la nutrition et l'alimentation. C'était une instance du CNRS, dans un groupe de travail qui était placé sous l'égide de René Truot, tiens, le monde est petit, de Jean Causeret et d'André François, et où j'ai rencontré là des jeunes collègues. C'était un groupe de tout jeunes chercheurs de l'INRA, du CNRS, de l'INSERM, des universités et puis de l'industrie. Bon, là, c'était une époque où on pouvait travailler de concert avec des industriels. Les choses ont quand même pas mal changé. Nous avons pu travailler en toute sérénité pendant quelques années, puis rapidement, nous avons été confrontés à la diffusion du tract dit de Villejuif. Alors bon, on va retomber encore sur des additifs alimentaires. Et puis, alors, ce tract de Villejuif était tout à fait intéressant parce qu'on y évoquait un produit très toxique. Alors là, je ne vois pas, c'est clair pour... Je vais essayer d'utiliser ceci. Non. Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis mal parti là. Oui, mais je voulais revenir en arrière. Celle-là ? Voilà. Alors, il y a le E330 qui est cancérogène. Alors, le E330, c'est l'acide citrique. C'est le plus dangereux, celui-là. Et alors, on nous met toute une liste de produits alimentaires qui risquent de renfermer de l'acide citrique. Alors, il y a eu d'autres formes. Ça, c'était la forme initiale du tract distribué par l'hôpital de Villejuif, c'est-à-dire le centre anticancéreux à l'époque. Et donc, il y a des formes qui sont imprimées et qui ont été diffusées très très largement, à tel point que dans les années 76, j'ai créé une association de consommateurs locale de la CLCV pour informer les adhérents sur la réalité de ces allégations. Et puis ça a continué à tel point que le SYNPA, syndicat des producteurs d'additifs alimentaires, avec la Fondation pour l'étude et l'information sur les rumeurs, donc on était déjà dans le cadre des rumeurs, a développé toute une action et toute une étude intitulée « Des millions de consommateurs empoisonnés par la rumeur de Villejuif ». Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien, j'ai bien peur qu'on n'ait pas beaucoup progressé. Parce qu'en janvier de cette année, Système U a diffusé une liste de 80 substances controversées. Bon, je ne sais pas comment on peut interpréter ce terme, enfin, et qui seraient supprimées des produits Système U aux marques des distributeurs. Alors, là-dedans, vous allez trouver eh bien, des additifs alimentaires, des colorants. Là, vous voyez, vous avez toute une liste de colorants. Ah, décidément. D'autres additifs, antioxydants, tiens. Mais j'appuie trop souvent sur des touches sur lesquelles je ne devrais pas appuyer. On y retrouve le BHA, le BHT, tiens, c'est des molécules que je connais bien, parce que j'y ai passé quand même à peu près 5 ans en tant que chercheur à la Paillasse. J'avais jamais observé de risque particulier, au contraire d'ailleurs, ce sont des molécules passionnantes. Et puis, on trouve un peu plus bas l'aspartame, donc... oui, l'aspartame, c'est vraiment très dangereux. Donc voilà, on n'a pas beaucoup progressé. Puis vous voyez, là, sur les 90 substances, bon, j'ai évoqué quelques additifs alimentaires, enfin, il y en a plein d'autres sur lesquels je ne reviendrai pas. Et puis, on était à peu près, on travaillait bien au sein du CNERNA et puis au sein du Conseil d'hygiène, puisque j'avais eu le plaisir d'être... appelé à siéger au Conseil d'hygiène, on évoluait
dans la sérénité, je réutilise ce terme, jusqu'à l'apparition des OGM, d'abord dans des laboratoires étrangers, surtout. Et la France était à l'époque à la pointe de la réflexion. Et la France avait même créé, en 1986, et c'était le premier pays au monde, avait créé une commission chargée de réfléchir, d'évaluer l'intérêt de ces organismes génétiquement modifiés, mais en même temps, les risques potentiels, c'était la commission du génie biomoléculaire, où elle était plus connue sous le terme de CGB. Et puis toujours, la France quand même assez en avance encore, en 1998, qui a organisé, sous l'égide de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une conférence de citoyens. Donc c'était la première en France sur le sujet des OGM, avec, vous voyez, des sociologues qui ont trouvé que c'était vraiment un exemple de démocratie participative. Mais en même temps, il y avait une énorme erreur qui a été commise par les industriels des biotechnologies, puisque le 20 juin 1998, le jour de l'ouverture de cette conférence de citoyens, ces grosses firmes des biotechnologies avaient fait publier dans la presse, dans les grands quotidiens nationaux, une page entière de publicité, de marketing, soutenant l'intérêt de ces biotechnologies. Ceci a été évidemment très mal pris par toutes les organisations de consommateurs et de défense de l'environnement qui étaient aussi présentes. Et ça a été le début d'une contestation, l'accélération d'une contestation de cette technologie innovante. Et on a pu assister à un rôle majeur de la communication et des médias. 14 ans après, où en étions-nous ? 2012, septembre 2012, l'affaire Serralini, qui a laissé des traces indélébiles. Alors, c'était quoi cette affaire ? Un article scientifique mis sous embargo jusqu'à une date limite qui avait été publiée avec beaucoup de publicité. Une conférence de presse le matin de la diffusion, de la sortie de l'article, 2 livres, un film, un bruit médiatique inégalé pour un sujet scientifique, et puis finalement un énorme pchit. Mais il a fallu quand même se battre pour en arriver à ce pchit avec le retrait de l'article de la revue qui avait été publiée dans Food and Chemical Toxicology. Mais au bout du compte, une possibilité a été perdue de réduire la contamination du maïs, en particulier en mycotoxines, puisqu'on produisait à cette époque encore un peu de maïs, et on avait parfaitement démontré que la teneur en mycotoxines était considérablement diminuée par rapport au maïs traditionnel, conventionnel. De réduire par exemple le traitement de la vigne contre le cournouet. Ça a été aussi une expérience de l'INRA qui avait organisé là aussi un grand débat avec l'ensemble des acteurs et qui finalement s'est vu détruire son expérimentation concernant le cournouet. Alors quand même nos académies, et là il y en avait 6 qui s'étaient réunies, l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, l'Académie vétérinaire, l'Académie des technologies et l'Académie d'agriculture, qui se sont réunis pour examiner la qualité de l'article de M. Serralini, qui ont conclu qu'on ne pouvait rien conclure de cet article. Et donc ça a fait quand même un peu de bruit. Et ça a permis, avec d'autres scientifiques du monde entier, ça a permis d'obtenir le retrait de ce fameux papier. Alors, vous avez sur la gauche les épreuves de l'article original qui a été accepté par la revue en août 2012. Et puis, après plusieurs mois d'efforts de la communauté scientifique internationale, nous avons obtenu le retrait du papier. Et si vous allez sur le site de Food and Chemical Toxicology, vous le verrez, cet article présenté sous cette forme, avec en travers, donc, retract, et ça permet quand même à chaque scientifique de s'apercevoir que... Et puis il y a des commentaires aussi sur le site de la revue.
Où en sommes-nous aujourd'hui? 4 ans après, 5 ans après, il n'y a toujours pas de publication crédible montrant un risque sanitaire lié aux OGM. Alors, j'assure la responsabilité de cette affirmation. Si quelqu'un veut en discuter, pas de problème. Les OGM sont passés de mode dans le monde de la contestation, il me semble, des innovations scientifiques, mais sont toujours bien présents dans le cadre des slogans publicitaires utilisés soit par les industriels, soit par les distributeurs, avec une publication de produits sans OGM. On en est maintenant aux nouvelles technologies, dites de réécriture du génome, dont CRISPR, plus précises, plus rapides, moins coûteuses, mais ce sont elles qui sont devenues l'objet des polémiques. Est-ce qu'on doit considérer les produits qui sont issus de ces technologies comme des OGM et leur imposer la lourdeur de la procédure d'autorisation ou non? Alors, l'année dernière, les académies d'agriculture et des technologies ont émis un avis en commun sur la réglementation des mutagènes ciblés, donc ces nouvelles technologies, et ont répondu non. Il ne faudrait pas considérer les produits qui sont issus de ces technologies comme des OGM. Mais le débat est ouvert à Bruxelles en particulier. Alors, au cours des 3 dernières années, enfin, ça remonte à bien plus longtemps, mais j'ai pris quelques exemples parmi une multitude d'exemples. On assiste à un déluge d'émissions catastrophistes à charge contre la production alimentaire. 2015, alors ça c'est quand même un chiffre très impressionnant, 85 reportages, mais qui ne sont pas des petites séquences, entre 26 et 52 minutes, et c'est l'ANIA qui a dressé la liste de ces émissions, 85 reportages sur l'alimentation et ses risques. Alors après, en 2016, je pense que c'est à peu près la même chose, mais j'ai quand même sélectionné quelques émissions. Cache Investigation, France 2, le 2 février 2016, une émission intitulée Produits chimiques, nos enfants en danger. Parce que c'est quand même, ça va marquer beaucoup plus les consommateurs si on leur parle d'enfants. Le 6 septembre, dans la série Le Monde en face sur France 5, Pesticides, le poison de la terre. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec cette affirmation. Je vous invite à regarder le contenu, on peut toujours visionner l'émission, vous verrez que c'est tout à fait intéressant. La semaine suivante, dans Cache Investigation de nouveau, industrie agroalimentaire, business contre santé. Et là, on parlait beaucoup des nitrates, nitrites dans la charcuterie. Et pourtant, Cache Investigation avait été montré du doigt par le CSA, parce qu'il y avait des erreurs formelles énormes dans cette émission. Le CSA qui avait demandé aux responsables de Cache Investigation de veiller à respecter à l'avenir leurs obligations en matière de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Ça n'a eu aucun effet puisque au mois de septembre, donc, on recommençait avec une émission qui était remplie d'inexactitudes, d'erreurs. En 2017, je me suis contenté de la plus récente. En fait, ce n'est pas la plus récente puisque il y a eu mardi dernier une émission sur le cholestérol. Et je pense que moi je ne regarde plus, je ne peux plus regarder. Mon épouse m'a interdit de regarder ce genre d'émission parce qu'elle craint tellement que je détruise mon récepteur de télévision que maintenant j'ai plus le droit de regarder ça. Mais j'imagine quand même ce qu'il y avait dans cette émission, sans doute le docteur de l'Orgerie, qui prétend que le cholestérol a son importance, que les traitements par statine sont vraiment à exclure. Laissez votre cholestérol monter, il n'y a pas de problème, d'ailleurs je vais y revenir bientôt. Donc le 7 novembre de cette année, donc c'est quand même... Alors là, c'est quand même un titre aussi qui est intéressant. Demain, tous crétins. Évidemment, ça marque l'auditeur. Alors là, c'était sur les perturbateurs endocriniens, ça c'était à la mode, et puis les perturbateurs endocriniens qui agissent sur la thyroïde. Et j'ai été quand même, voilà. Le fond de cette émission, c'était on assiste à une baisse de QI et à une augmentation considérable de l'autisme. Les bases scientifiques, j'ai quand même regardé et recherché, j'ai pas trouvé que c'était très très solide, mais enfin.
Et puis, parce que celle-là, je l'ai quand même regardée, mais après coup, hein, parce que j'étais calmé quand même. Bon, j'étais quand même plus cool. Et donc, je l'ai regardé après coup, et je me suis aperçu que les auteurs, me semble-t-il, avaient redécouvert ce qu'était le crétin des Alpes. Alors, la scientifique qui intervenait le plus dans cette émission travaille en France maintenant à l'INSERM, mais elle est d'origine galloise. Alors, il n'y a peut-être pas tellement de montagnes, il n'y avait pas tellement au siècle dernier de crétins des Alpes chez elle, donc elle ignorait ça. Et puis, ils ignoraient aussi que, parce qu'il y avait des recommandations, il fallait absolument veiller à l'alimentation en iode des femmes enceintes. Mais ils ne sont jamais allés dans un supermarché prendre une boîte de sel et voir que la plupart des sels de cuisine étaient supplémentés en iode. Non, ça, bon, c'est sans doute trop difficile d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. Alors bon, voilà. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, c'est une journée alimentation sur France Inter. Alors, j'ai pas écouté non plus. J'ai pas écouté non plus, mais il paraît, Dominique Parent-Massin a écouté. Je pense que vous pourrez continuer la journée en écoutant France Inter. Alors bon, j'ai évoqué les émissions de télévision, la presse, c'est pareil. J'insiste sur les trois derniers titres là. Le livre antitoxique, la fabrique du mensonge et l'intoxication, parce que j'ai mis les noms des auteurs. Bon, le docteur Chevalier, vous pouvez lire ses brûlots anti-additifs, même anti-alimentation actuelle. Et puis deux journalistes qui font la une du monde en permanence, Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, qui en permanence s'attaquaient aux OGM, s'attaquent maintenant aux perturbateurs endocriniens, enfin à l'alimentation générale. La fabrique du mensonge, je vous demande de retenir ça, parce que je vais y revenir tout de suite. Il y a des scientifiques aussi qui se mêlent à la désinformation, me semble-t-il, hein, c'est toujours ma responsabilité, et qui ont publié le 28 novembre de l'an dernier, dans Le Monde, une lettre. Alors il s'agit signée par une centaine de scientifiques d'origine largement internationale, donc quand même un peu plus d'une dizaine de Français, sur les perturbateurs endocriniens avec halte à la manipulation de la science. Alors, je ne sais pas à qui ça s'adressait, peut-être à d'autres scientifiques, enfin. Et puis, donc, bon, qui évoque les problèmes des perturbateurs endocriniens, puis qui, à un moment donné, font un amalgame entre les perturbateurs endocriniens, leur origine à base de produits pétroliers, la responsabilité des produits pétroliers dans la dégradation du climat, et puis qui aborde aussi le problème du mercure, qui serait issu du charbon, énergie encore non renouvelable, et donc aussi responsable du changement climatique, et puis qui attaque notre cerveau au cours de son développement. Donc cette espèce d'amalgame entre les perturbateurs endocriniens, la dégradation du climat, bon, moi, comme scientifique, même si j'avais cru à ça, j'aurais jamais osé faire cet amalgame. Mais le lendemain, le 29 novembre de l'année dernière, deux des scientifiques signataires de ce brûlot ont participé au colloque interacadémique auquel notre académie participait aussi, et ont présenté des communications d'un très haut niveau scientifique, avec un discours qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'ils avaient signé la veille. Moi, j'en déduis qu'ils ont besoin d'argent pour poursuivre leur recherche, mais ça a déjà été évoqué. Alors, bon, pour justifier leur comportement, parce que quand même... Alors, le produit phytosanitaire, rassurez-vous, je ne vais pas m'attarder longtemps sur le problème des produits phytosanitaires, mais quand même, hein, puisque le glyphosate est d'actualité, quelques mots. Alors d'un côté, bon, je n'ai pas été objectif parce que j'ai mis d'un côté, je n'ai pas mis beaucoup de choses, mais il y en a plein, j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres. Bon, il y a quand même, ce qui a déclenché quand même l'affaire, c'est un avis du CIRC, du Centre international de recherche sur le cancer
de l'OMS, qui est situé à Lyon, et qui a émis en mars 2015 un avis selon lequel, une évaluation, selon lequel le glyphosate est un cancérogène probable pour l'homme. J'ai relevé aussi quelque chose de plus récent, une déclaration de notre ministre de l'Environnement, qui, outre le fait qu'il évoquait le risque cancérogène du glyphosate, le fait que contre le glyphosate et son rôle de perturbateur endocrinien, et peut-être d'antibiotiques surpuissants, il y a un faisceau de présomption qui justifie d'appliquer le principe de précaution. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler, mais là, quand même, bon. Alors, de l'autre côté, un avis de l'EFSA d'abord, pour répondre aux problèmes de perturbateurs endocriniens. L'EFSA considère, dans un avis le 17 août de cette année, que le glyphosate n'a pas de propriété de perturbateur endocrinien. Et puis après, toute une série d'agences, dont notre agence nationale, avec des nuances comme d'habitude, parce qu'il faut rester politiquement assez correct. Mais enfin, vous voyez la liste des agences, et puis je pense qu'il y en a sans doute d'autres, qui concluent qu'il n'y a pas de preuve suffisante d'un risque cancérogène du glyphosate. Et puis, encore plus récent, donc un article qui a été mis en ligne le 9 novembre. C'est une étude réalisée chez plus de 54 000 agriculteurs américains qui essaye d'évaluer les liens entre l'exposition au glyphosate et l'apparition de cancer, et en particulier de lymphome non Hodgkinien, qui sont les lymphomes qui sont toujours évoqués en liaison avec les pesticides en général et le glyphosate en particulier, et qui conclut qu'il n'y a aucun rapport entre l'exposition et l'apparition de ce type de cancer, mais que peut-être, sur certaines leucémies très particulières, il y aurait lieu, pour lesquels il n'y a pas d'effet statistiquement significatif, il y aurait lieu de quand même poursuivre les examens, mais c'est quelque chose de très mineur. Vous voyez, plus de 54 000 agriculteurs. Donc la puissance de cette étude est quand même considérable. Cette étude n'a pas été prise en compte, mais je vais revenir, n'a pas été prise en compte par le CIRC lorsqu'elle a fait son évaluation. Elle est de 2015, l'étude vient de sortir. Je vais revenir. Et puis, quelque chose quand même de très intéressant, c'est un avis de l'ANSES qui date de l'an dernier, du mois de juin 2016. Et l'ANSES avait conclu déjà qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour conclure que le glyphosate présente un risque cancérogène. Mais là, quelques mois après ce premier avis, il a, puisque maintenant l'ANSES est responsable des autorisations de mise sur le marché des pesticides et des formulations, il a retiré 132 autorisations de préparation de glyphosate. Et pourquoi ? Parce que s'il y a quelque chose qui pose un problème sanitaire dans les préparations de glyphosate, alors il y en a des centaines, il faut quand même savoir que le glyphosate est tombé dans le domaine public en 2000, et que Monsanto est plus tellement intéressé par cette molécule, puisqu'il a une concurrence fantastique. Et donc, l'ANSES a souligné le risque qui était lié aux adjuvants des préparations de glyphosate. Mais le glyphosate en lui-même, alors ça peut aussi expliquer des divergences entre des évaluations de différents vaccins. Ce qui a été d'ailleurs souligné par d'autres instances. Alors, deux mots sur quand même ce qui se passe actuellement concernant l'évaluation par le CIRC. Je pense qu'il y a un scandale qui va, il est déjà sur la place publique, mais il va vraiment exploser à mon avis dans les semaines qui viennent. C'est qu'il s'est passé tout un tas de choses au sein de cette évaluation par le CIRC qui relève de, pour le moins d'un manque de sérieux dans ces évaluations et qui relève sans doute pour certains aspects d'un scandale. Bon, en particulier, donc, le président du groupe de travail qui a conclu à l'effet cancérogène du glyphosate était au courant de l'étude américaine sur les agriculteurs. Mais respectant les règles du CIRC, a-t-il dit, il n'a pas fait état de ces résultats parce qu'ils n'étaient pas publiés. Et quand les résultats ne sont pas publiés dans une revue, on n'a pas le droit d'en faire état au sein du CIRC. Mais il a en même temps avoué qu'effectivement, s'il en avait fait état,
le cirque n'aurait pas conclu de la même façon. Et puis en même temps, on s'est aperçu, alors tout ça grâce à des actions en justice aux États-Unis, puisque des individus, à partir de l'avis du cirque, ont attaqué Monsanto, pas Monsanto, parce qu'il n'est pas le seul à mettre sur le marché des préparations à base de glyphosate, enfin, ont attaqué Monsanto en disant que Monsanto était responsable de cancers intervenus dans leur famille, chez leurs proches. Et donc, il y a des procès avec des auditions, et les experts du cirque sont obligés de venir répondre aux juges. Et dans ce cadre-là, on s'est aperçu aussi qu'un expert extérieur, alors au panel du cirque, mais qui a joué un rôle fondamental dans l'évaluation, eh bien, le lendemain de cette évaluation, s'est précipité dans 2 cabinets d'avocats pour leur servir de conseil, pour préparer les dossiers en vue de l'attaque contre Monsanto. Et à ce titre, cet expert a touché au moins, c'est au moins ce qu'on a, puisqu'il l'a avoué, là encore devant les juges, au moins 160 000 $, peut-être plus. Donc voilà. Et alors 2 minutes. Oui, mais l'agence Rotter a publié très récemment un gros dossier, vous voyez, au mois d'octobre, où tout ça est développé, expliqué, tout le monde peut avoir accès à tous ces documents. Il n'y a aucun problème. Alors, dans le domaine de la nutrition, là je vais aller vite parce que ça a déjà été évoqué, les polémiques qui sont génératrices d'angoisse chez le consommateur. Donc on a évoqué Haro sur le lait et les produits laitiers. Alors, bon, j'insiste sur ce livre-là parce qu'il est écrit par Thierry Soucard, qui est en même temps l'éditeur, qui a monté une maison d'édition. Haro sur la viande. Alors ça, c'est le World Cancer Research Fund, auquel j'ai participé d'ailleurs, et qui avait conclu en 2007, je crois, oui, que la viande rouge présentait un risque de cancérogénèse au niveau du côlon. Ça a été confirmé par le cirque, et puis en plus dans la même année, 2015. Alors là, la viande rouge, c'est pareil, hein, c'est comme le glyphosate. Alors, si vous trempez votre beefsteak dans le glyphosate, alors là, c'est encore bien pire. Enfin, je ne vous conseille pas quand même. Hein. Bon, enfin, vous voyez le cirque. Alors, sur la viande, je serais intarissable. Je peux tenir une demi-journée sans problème sur le risque cancérogène de la viande rouge vis-à-vis du cancer colorectal. Là, je pourrais nous en raconter pas mal. Haro sur le sucre. Je m'arrête quand même 1 minute parce que c'était un papier du Lancet, c'est la plus grande revue médicale internationale du mois d'août de cette année. Et ici, là, on vous dit que finalement, une consommation importante de sucre est associée à un risque majeur et augmenté de mortalité, alors que les lipides, la nature des lipides, quels que soient ces lipides, tout ça, c'est bon. Hein, vous pouvez y aller. Même les lipides saturés, alors je pense que ça c'est en plein accord avec ce qui s'est dit il y a 2 jours dans les télévisions publiques, et donc il n'y a pas de problème, et c'est même, les graisses saturées ont même un effet protecteur vis-à-vis des affections cérébrovasculaires. Bon, alors allez-y, hein, allez-y, le cholestérol, pas de problème, les graisses saturées, pas de problème, vous pouvez y aller. J'essaie de décortiquer le papier. J'ai pas encore complètement trouvé. Enfin, un de nos collègues cardiologues m'a aidé, mais je suis pas encore au bout de mon analyse. Mais j'espère que dans quelques jours ou semaines, je pourrai vraiment argumenter sur ce qu'on doit penser d'un tel papier. Alors bon, maintenant, tous les comportements particuliers des consommateurs, à partir de toutes ces informations, ont des tendances au retour des aliments de proximité. Bon, ça c'est pourquoi pas, enfin je ne sais pas pourquoi il serait plus sain que des aliments plus lointains, mais bon. Les produits bio, alors dans notre académie, nous avons déjà dit ce que nous pensions des produits bio. Peu d'intérêt sur le plan sanitaire par rapport aux produits habituels, des produits sans additifs, OGM, sucre ajouté, gluten. Bon. Mais des obstacles majeurs au développement
d'innovation, c'est-à-dire des aliments à effet physiologique spécifique. C'est ce qu'on appelait les aliments fonctionnels à un moment. Moi, j'y ai beaucoup cru, hein. Mais malheureusement, impossible de développer ce type d'aliments qui constituent des innovations à cause des difficultés qui sont placées pour l'autorisation des allégations. Si on ne peut pas alléguer des intérêts de produits innovants, ça tombe à l'eau, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors bon, le végétarisme, le végétalisme, le véganisme et l'orthorexie, parce qu'à force d'inquiéter les consommateurs, certains en font une phobie et ne pensent qu'à ça, manger pour protéger leur santé, et s'isolent complètement de la collectivité, puisqu'ils ne peuvent plus manger telle chose, et qu'ils doivent choisir de façon très facile, mais pas tous de la même façon. C'est indurable, je ne sais pas comment ces gens peuvent vivre, mais ça devient quelque chose d'assez dramatique. Alors, à qui la faute si la science est malmenée? C'est ce que j'ai essayé de montrer. Aux associations, à certaines ONG, aux scientifiques qui se disent lanceurs d'alerte, parce que alors il y en a de plus en plus, que moi je qualifie de marchand de peur. Et puis, j'avais mis conjonction d'intérêt, peut-être collusion, maintenant je supprime, il y a collusion entre les gens dont j'ai évoqué les noms, mais il y en a bien d'autres, le professeur Joyeux, qui avait fait l'introduction du livre de Soucard sur l'attaque contre le lait. Bon, aux médias qui vivent du marché de la peur, mais ça, on ne peut pas leur en vouloir, hein, c'est bien, c'est leur métier. Donc, bon. Aux politiques, alors qui exploitent les peurs alimentaires à des fins partisanes, on a évoqué la vache folle, Jacques Chirac, les pesticides, dont c'est pas la peine d'en parler, les perturbateurs endocriniens, c'est en pleine actualité, à la communauté scientifique qui est peu entraînée, à la communication grand média, et qui n'ose plus trop se montrer parce que les coups pleuvent rue, et qu'ils n'ont pas envie, ils sont bien mieux devant leur paillette, devant leur labo, à l'abri. Et puis aux industriels et distributeurs, bon, pour des raisons économiques, on l'a vu pourquoi, hein, c'est tout à fait, mais qui font la promotion des produits sans, bio, naturels, mais en faisant ça, ils laissent penser que les produits courants, l'immense majorité, sont dangereux, que les évaluations des instances nationales, européennes, internationales ne sont pas indépendantes, que les experts sont tous vendus, et que ces instances n'ont pas pour objectif la protection du consommateur. Alors que faire? C'est ma conclusion. La part des scientifiques poursuivent la diffusion de l'information. Alors, de l'information, je ne sais pas, basée sur des faits, sur des chiffres, et pas sur des croyances, sur des arguments transparents. Et puis être clair aussi sur leurs intérêts, mais leurs intérêts économiques, mais aussi intellectuels. Parce que les scientifiques des ONG se disent indépendants. Bon, financièrement, moi je veux bien, je ne suis pas persuadé, mais intellectuellement, sûrement pas. Ils sont militants, ils ont des croyances, donc ils ne sont pas indépendants. Alors, nos académies, j'ai mis aussi l'Académie des technologies, parce qu'on a beaucoup d'activités en commun, bien poursuivent cette tâche, diffusion d'une information. Un rapport donc alimenté de l'Académie des technologies, mais bon, un avis sur les technologies que j'ai évoquées déjà, mutagénèse ciblée, et puis des groupes de travail qui sont en train de travailler, un groupe mixte sur agriculture et nouvelles technologies, donc les innovations en matière d'agriculture, un groupe sur la réécriture, donc les nouvelles biotechnologies, sur l'éthique et l'acceptabilité de ces technologies, un groupe qui va se mettre en place, la hiérarchie des risques au sein toujours de l'Académie de l'agriculture, et puis un livre qui est écrit, mais qui est en cours de publication, n'est-ce pas, et dont on ne connaît pas encore bien le titre, parce qu'on a vu la prétention d'intituler « Dire vrai ». Alors bon, quand même, on ne va pas prétendre à la vérité, donc on va modifier le titre. De la part des acteurs professionnels, agriculteurs, industriels, distributeurs, défendre leurs intérêts, certes, mais quand même essayer de ne pas décrédibiliser les avis scientifiques. Puis de la part des politiques, parce que je vais finir,
ça, parce que c'est quand même de plus en plus d'actualité, assumer leurs responsabilités. Bon, ils ont la légitimité de décider et de décider de ne pas suivre les avis scientifiques, mais ça serait quand même bien s'ils faisaient ça en toute transparence, en expliquant les raisons pour lesquelles ils ne suivent pas les avis scientifiques. Ils ont parfaitement le droit de le faire, mais à condition de justifier les raisons. Alors, franchement, je pense que nous en sommes non seulement loin, mais très loin. Et à nous tous d'essayer de faire pression pour qu'on progresse un petit peu dans le sens de l'exactitude des éléments qui conduisent les politiques à prendre leurs décisions. Je vous remercie de votre attention. Bien, c'est l'heure des questions. On peut y consacrer une dizaine de minutes. Donc, merci Dominique et Gérard pour votre présentation toujours intéressante. Moi j'aurais une question par rapport au protocole d'évaluation. On voit que c'est quand même très solide, très structuré sur les substances actives, que ce soit des biocides ou des médicaments ou des produits phytosanitaires. Par contre, par rapport aux produits formulés, avec la substance active et le coformulant, est-ce que vous pensez tous les deux qu'il y aurait des choses à faire évoluer par rapport au protocole actuel ? Alors, Hervé, j'imagine que ta question porte principalement sur les produits phytosanitaires. D'accord. Alors oui, il est fondamental de bien comprendre, entre autres dans l'histoire du glyphosate, dont Gérard vient de nous parler très brillamment, que dans un produit phytosanitaire, il y a la molécule active, c'est comme dans le médicament, et puis il y a la formulation. Et que ce que Gérard nous a bien expliqué, c'est que dans certaines formulations du glyphosate, il y a une molécule qui est potentiellement cancérigène et que le cirque a évalué les molécules actives et les formulations, alors que les agences ont évalué uniquement les molécules actives. Donc ça rejoint ta question. Alors, c'est très vrai que autant, je vous donne mon avis personnel, il ne vaut que ce qu'il vaut. C'est très vrai qu'une molécule active doit avoir un dossier toxicologique béton, mais vraiment béton. Il y a une quantité d'études toxicologiques, à mon avis peut-être un peu trop, d'études toxicologiques qui sont requises. Et ensuite, sur la formulation, il y a uniquement des toxicités aiguës par voie cutanée, par voie orale, par voie respiratoire et un test de sensibilisation pour voir s'il y a des allergies. Moi, à titre personnel, je préférerais, j'ai déjà dit dans 12 instances, qu'il y ait un peu moins d'études sur la molécule, parce qu'on est sur 2 espèces animales, il y a une quantité d'animaux qui sont consommés, un peu moins d'études sur la molécule, mais qu'au niveau de la formulation, il y ait d'abord, et ça m'a été suggéré, je vais rendre à César ce qui revient à César, par mon ami Daniel Marza la semaine dernière, qu'il y ait une étude de toxicocinétique pour voir si la molécule en formulation suit elle-même devenir métabolique dans l'organisme. Et deuxièmement, moi je ferais bien une étude de toxicité subchronique, 90 jours, avec la formulation, parce que dans les études de toxicité subchronique, on détecte déjà beaucoup de choses. C'est un avis personnel, je sais qu'il n'est pas forcément partagé par d'autres. Et je pense qu'en diminuant le nombre d'études sur la molécule active, parce que ça représente un coût, mais je ne sais pas, 100 millions, 150 millions, bon, sur la molécule active, et en faisant par contre une 90 jours et une toxicocinétique sur la formulation. Merci. Merci. Et Agnès, qui avait une question. Oui, Agnès Ricroc, j'ai juste un complément d'information à propos de l'exposé de Gérard. L'avis sur la mutagénèse ciblée qui a été rédigé par les 2 académies, Agriculture et des technologies, a été adopté en octobre 2016 par l'Union européenne des académies d'agriculture, qui sont nombre de 28. Et d'autre part, il y a 3 groupes de travail qui donc œuvrent sur la réécriture du génome, dont les nouvelles biotechnologies agricoles et alimentaires,
groupe de travail qui a participé avec celui, groupe de travail bi-académique, à cet avis qui a été donc repris par l'Union européenne des académies d'agriculture. Il y a deux questions, Pierre Pagès. Oui, merci Président. Moi, je suis frappé de ce qui nous a été dit ce matin et je vais vous dire pourquoi. Donc, on a bien compris, en fait, l'ensemble de précautions, d'études, des GIA, etc., qui sont faites sur des molécules actives. Et puis, vous nous avez dit, Madame Parambassin aussi, qu'on avançait beaucoup moins vite, voire on stagnait sur les contaminants naturels. Et ce qui me frappe, moi, qui suis agriculteur, même si je suis un peu à la retraite, j'exerce toujours avec mon fils, c'est que le lien n'est pas fait entre l'utilisation des médicaments de nos plantes, qu'on appelle les pesticides, mais qui ne sont jamais que des tueurs de peste, qui se décomposent en herbicides. Et on sait qu'on a un certain nombre de mauvaises herbes type datura, mais ce n'est pas le seul, qui sont extrêmement toxiques si on ne les tue pas. Les fongicides, qui peuvent limiter la multiplication d'un certain nombre de champignons, qui donnent des mycotoxines, qui, eux aussi, sont extrêmement toxiques, perturbateurs endocriniens, cancérigènes. Alors, si vous voulez, on peut citer toute la liste des mycotoxines. Bon, je n'en ai pas la capacité, mais il y a des gens à la tribune qui peuvent le faire. Et puis, carie, ergotine, enfin bon. Et donc, comment peut-on faire comprendre à ceux qui nous dirigent que, alors même s'il faut bien entendu en faire l'utilisation raisonnée, etc., mais le lien qui existe entre le contaminant naturel et le fait que l'agriculture ait encore demain la possibilité de soigner ses plantes. Parce que nous n'aurons pas de... Bon, pour avoir été agriculteur, avoir été un peu dans l'agroalimentaire, même un peu responsable d'un établissement de semences avec toutes les technologies de monde. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus on restreint la panoplie de ce que j'appelle moi les produits santé des plantes, plus le risque est important de se retrouver avec des contaminants naturels dans notre alimentation. Alors il n'y a qu'à regarder, moi j'ai connu l'époque où dans mon village, certains agriculteurs ne faisaient pas de traitement de semences. Et mon père, le soir, quand il rentrait sur la batteuse, il ressemblait à peu près à un mineur de fond, tant la carie lui avait coloré donc la peau. Or, tout le monde sait que c'est cancérigène depuis plus de 40 ans. Et je dis au passage, j'ai regardé pour faire du bio chez moi, quand j'ai compris que je n'aurais pas le droit de traiter ma semence. Et comme je connaissais la nocivité de la carie, je me suis abstenu de faire du bio. Et un jour, j'ai été appelé dans un comité interministériel pour remettre un avis où j'ai signalé un certain nombre de ces choses-là. Et on m'a dit que, bien entendu, les agences sanitaires savaient, mais que la passion politique faisait qu'elles ne pouvaient pas en parler. Merci. Il y avait monsieur Guérin, Madame Gilles Cressman. Oui, non, ce n'est pas tellement une question, c'est une information. Mais savez-vous qu'il existe, bien sûr, vous le savez, un comité de la sécurité alimentaire mondiale à la FAO et l'OMS. Et il a été créé un groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire. C'est un peu l'équivalent des experts du GIEC. Si j'en parle, c'est parce que je vois aussi venir, dans ce domaine nutrition-alimentation, une polémique internationale et pouvant déboucher aussi sur des négociations intergouvernementales conduisant à des changements majeurs dans les domaines qui nous concernent, qui vous intéressent. Un rapport préliminaire vient d'être remis en octobre 2017. Tu n'étais pas au courant, je crois. Il n'y a qu'une traduction pour l'instant que du résumé. Le rapport intégral est toujours en anglais. Donc je vous en parle parce que normalement, dans un an, le comité de sécurité alimentaire mondiale va se réunir à Rome, c'est dans l'égide de la FAO, au plan politique pour en tirer les premières conclusions et sans doute faire déjà des propositions. Donc on risque de voir aussi se développer une approche type GIEC dans le domaine alimentation et nutrition. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc il y a eu une petite présentation de ce résumé il y a peu de temps à Paris. Il y a des chercheurs français qui participent à ce groupe d'experts de haut niveau. Il serait intéressant, me semble-t-il, qu'à l'Académie, on
puisse faire le rapprochement entre ces travaux différents. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est simplement une information. Merci. Qui au fond. Juste pour faire une remarque par rapport à l'exposé de Gérard Pascal, je demande aux scientifiques de prendre la parole. Moi, je constate que ça devient une denrée extrêmement rare, qu'il y a des sujets où on ne trouve plus personne pour parler, sauf exception, et notamment sur les OGM, mais aussi sur les glyphosates. Et cette denrée rare, moi je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas parler au niveau scientifique, mais je crains qu'elle a tendance à vieillir, que dans 5 ou 6 ans ou 10 ans, il n'y aura plus beaucoup de personnes pour parler des biotechnologies. Je vous réponds, Gérard, tu peux répondre aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi, compte tenu des agressions dont j'ai été victime, à la fois par envoyé spécial et par Madame Marie-Monique Robin, je ne réponds plus à aucun journaliste. D'abord, on n'est pas formés, nous scientifiques. Et deuxièmement, j'en ai assez d'être traînée dans la boue, alors que j'ai la conviction de faire mon travail honnêtement. Donc, je ne réponds plus. Et j'avais l'intention de le dire dans mon exposé, donc je vous remercie pour votre question, parce que c'est vrai qu'on se retrouve dans une pénurie de gens qui vont répondre aux journalistes, et ce n'est pas forcément ceux qui connaissent le mieux la question. Il y a peut-être une alternative, c'est autre que répondre aux journalistes, ce que j'essaye de promouvoir souvent en appelant certains d'entre vous, c'est écrire des opinions et les promouvoir dans les espaces qui sont dédiés à ces opinions, où on arrive encore à passer des textes parfois. Donc là, vous n'êtes pas soumis au feu des questions des journalistes qui interprètent vos réponses. Vous pouvez faire part de votre opinion et on peut réussir à la placer correctement. Voilà. Oui, je vais simplement prendre un seul exemple qui concerne l'Académie d'agriculture. Au mois de juillet est paru dans Le Monde une page d'opinion de deux scientifiques concernant l'agriculture biologique. Bon, il y avait dans cette page un certain nombre d'erreurs qu'une douzaine de membres de l'Académie d'agriculture, nous avons essayé de corriger sous forme d'une lettre que nous avons envoyée à la rédaction du Monde. Résultat, rien. Impossible de publier quoi que ce soit dans Le Monde. Si ce n'est pas politiquement en accord avec la ligne directrice, la ligne éditoriale du Monde, il est absolument impossible de publier quoi que ce soit. Donc on peut publier dans des petites feuilles de chou, peut-être dans la montagne, c'est pas impossible, hein. mais et encore, hein, c'est pas sûr. Donc c'est vrai que le problème, c'est comment mobiliser des jeunes, des plus jeunes, parce que les coûts, moi personnellement, comme je ne suis plus impliqué dans les instances d'évaluation parce que je me suis fait éjecter ayant trop de contacts avec les professionnels, maintenant, je peux m'exprimer complètement librement, je ne suis plus tenu par quelques contraintes que ce soit. Et puis des coups, j'en ai pris quand même pas mal, donc la couenne est assez épaisse. Mais effectivement, on voit qu'il y a assez peu, au moins de jeunes Français, dans les instances d'évaluation et qui s'expriment. C'est vrai qu'on est bien plus confortable au sein de son labo, sans sortir de chez soi. Parce qu'on prend... Moi, je n'ai pas été, comme Dominique, je n'ai jamais été l'objet de pression de la part d'industriels, mais quand même, de la part des politiques, de la part des ONG, c'est vrai qu'il est difficile de résister quand on défend des positions qui ne sont pas celles qu'attendent nos adversaires, j'allais dire. Oui, parce qu'il s'agit bien d'adversaires, finalement. Je voudrais rajouter, je ne sais pas si vous avez vu, la campagne qu'a fait Le Monde et les deux journalistes que Gérard a cités contre le glyphosate. C'était, tous les 3 jours. Par contre, il y a eu un article excellent d'un journaliste scientifique que j'estime beaucoup, qui est Stéphane Sylvestre-Huette, qui a un blog qui est abrité par Le Monde. Il a fait un papier remarquable. Il y a un tout petit paragraphe qu'on n'aime pas beaucoup, mais c'est tout. Remarquable. Il est resté dans le blog et jamais Le Monde n'a publié ce papier. Parce que ce n'était pas dans la ligne éditoriale des deux autres.
Et pourtant, tout est expliqué. Une dernière intervention, Madame Font. Oui, bonjour, Mélanie Leplein-Miller, je suis secrétaire générale du SYMPA. Je m'excuse pour ma voix, j'ai un peu trop soutenu l'équipe de France de tennis le week-end dernier. Gérard Pascal, vous citiez, j'avais un point et puis deux questions. Gérard Pascal, vous citiez le SYMPA. Depuis les années 70, le SYMPA a évolué et puis aujourd'hui c'est une association professionnelle qui représente les producteurs d'ingrédients alimentaires de spécialité avec la famille historique additifs alimentaires mais aussi enzymes alimentaires, ferments, ingrédients santé et novel food. J'avais un point à apporter en complément sur Système U. C'est intéressant de regarder la campagne de Système U au regard du livre de Gérald Bronner sur la démocratie des crédules. Et leur approche est de dire on s'intéresse aux dangers, on met sur le même plan les avis des agences que des études scientifiques isolées. Et nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est la perception du consommateur. Donc voilà ce qui explique leur longue liste. Jean-François Moll, vous avez souligné le silence des autorités françaises par rapport à la FDA qui est en charge de la gestion des risques, alors même que, par exemple, au moment du tract de Villejuif, il y avait des courriers des ministres de la Santé au préfet pour les alerter sur la diffusion du tract dans les écoles. Et puis, Karine Bocquet est partie, mais dans l'avis 73 du CNA sur communication et alimentation, les conditions de la confiance, il y a une recommandation qui est faite à l'égard des pouvoirs publics sur faire de la pédagogie autour des risques. Donc moi, je me pose la question, est-ce qu'on a un glissement de la gestion des risques vers la gestion de la perception des dangers? Première question. Et puis, deuxième point, c'est on a parlé des peurs. Il me semble que les peurs, dans le domaine alimentaire comme dans d'autres, se nourrissent aussi de la méconnaissance. D'où une question collective. Qu'est-ce que nous faisons collectivement pour améliorer l'information du grand public? Et pour le domaine qui me concerne, que je connais bien, également améliorer l'information des professionnels de l'alimentaire. Parce que je fais ce constat-là. On a fusionné des écoles, il y a moins d'heures de cours sur les ingrédients et sur les procédés. Et puis les services de contrôle font aussi le constat que la réglementation est moins bien connue par les professionnels. Donc qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour améliorer cette connaissance? Nous le faisons au SYMPA avec nos moyens modestes, qui sont loin d'être ceux des ONG. Et donc vous pouvez retrouver sur le site du SYMPA, on a fait des brochures qui se veulent à la fois informatives et pédagogiques sur les additifs alimentaires, sur les ferments et sur les ingrédients santé. Merci. On pourra poursuivre les discussions au moment du cocktail, mais il faut clôturer cette réunion. Je vais passer la parole à Patrice Desmarais, qui en a été avec Hervétis, les chevilles ouvrières. C'est eux qui ont effectivement organisé le déroulé des différentes interventions de nos collègues. À toi, Patrice. Merci, Philippe. Eh bien, je constate que, comme nous l'avait annoncé notre secrétaire perpétuel Gérard Tendron, nos intervenants nous ont dressé un panorama très complet, en définitive, du sujet de ce colloque, qui était de s'intéresser à notre alimentation et des peurs. Des peurs qui, même parfois, se transforment en paranoïa sur ces produits agroalimentaires et donc qui nous inquiètent. Alors, je voudrais aussi remercier quand même mes collègues et confrères de l'Académie de l'Agriculture qui, au bureau de 4AF, m'avaient demandé l'an dernier, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme colloque. Et je leur avais dit, mon confrère, ami, Hervétis doit pouvoir nous faire quelque chose sur alimentation, peur, etc. Et c'est allé au-delà de mes espérances, parce que franchement, même si je connais les intervenants, je trouve que ça a été d'un très haut niveau. Un niveau qu'on n'atteint pas toujours d'ailleurs. On voudrait à chaque fois dans nos colloques le faire, mais là c'est vraiment excellent. Excellent parce que, je ne vais pas reprendre chacun des exposés qui ont été faits, mais on y a trouvé ce qu'on sort tous les cas, moi ce que j'attendais, et j'espère qu'il en était de même pour eux. Alors néanmoins, qu'est-ce qui m'inquiète moi? Alors je ne dis pas que ça me fait peur, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait au début du siècle précédent, que ce soit les politiques comme les citoyens, on voyait toujours avec bienveillance les avancées des connaissances de la science, mais aussi et surtout les avancées des technologues qui nous produisaient à partir de ces connaissances, par leur savoir-faire, des produits nouveaux. Et à notre bénéfice, que ce soit un bénéfice de bien-être ou un bénéfice de santé. Malheureusement, c'est vrai qu'on le constate régulièrement au niveau de la diffusion qui peut en être faite
auprès des médias en général, nos contemporains cauchemardent beaucoup, ont peur de tout. Ils ont peur des antennes. Bah oui, ils ont peur évidemment des OGM. Personne n'a jamais démontré, on l'a juste dit à plusieurs reprises, que les OGM présentaient un risque pour la santé. Et ils ont peur des pesticides, des perturbateurs endocriniens, de tout. Et mon confrère Gérald Bronner, que effectivement j'avais à l'Académie des technologies, où je suis membre aussi, avait fait venir pour un déjeuner que l'on organise dans notre structure 4AF, l'Association des Amis de l'Académie de France. Il est venu effectivement un peu nous expliquer les raisons qui nous amènent à ces peurs et qui font qu'on remet en cause le progrès scientifique, les avancées technologiques, et que les scientifiques sont de plus en plus qualifiés d'apprentis sorciers. Ça devient quand même inquiétant. Alors, il y en a même eu un groupe interacadémique qui a été lancé par ma consoeur à l'Académie des technologies, qui était également la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, Catherine Bachignac, pour essayer de voir comment, une des questions qu'il avait posées, comment au niveau scientifique on peut communiquer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de se faire entendre. Malheureusement, nos consommateurs considèrent que l'espèce humaine, un certain nombre, pas tous, et je sais que vous n'en êtes pas, est capable de s'autodétruire. Et que c'est à cause de l'homme, bien entendu, le dernier de la chaîne alimentaire des animaux, qui évidemment détruit la nature. Donc, le côté environnemental, évidemment, devient de plus en plus présent. Alors, c'est très exploité. On est manipulé. On est manipulé par un certain nombre d'ONG écologistes, pas tout. Mais on est alimenté parce que ce qu'ils veulent nous faire dire, c'est que l'apocalypse est pour bientôt. Alors, pour cela, évidemment, en ce qui concerne l'alimentation, tout de moins, la solution, elle est évidente. Il faut effectivement revenir aux pratiques anciennes. Tout était bien meilleur avant. C'est un peu comme pour le climat. On a tendance aussi à penser que c'était beaucoup mieux avant, alors que bien souvent, quand on analyse, on s'aperçoit que les évolutions sont très lentes, même si effectivement, on ne va pas remettre en cause qu'il y a un réchauffement climatique aujourd'hui, mais que ce réchauffement climatique, on l'a vu à plusieurs reprises, même à une époque où il n'y avait pas du tout d'industrie, et néanmoins, il y avait quand même de temps à autre des quantités impressionnantes de CO2 qui étaient répandues dans l'atmosphère par les éruptions volcaniques et qui créaient les mêmes problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Alors, ce n'est pas pour autant que notre biodiversité, dont on dit qu'elle est dans une phase très critique et qu'on assiste à la 6e extinction, n'a pas été dans le passé mis en exergue parce qu'on avait exactement les mêmes effets. Alors moi je crois néanmoins que nos scientifiques, nos technologues, je pense avoir fait partie, présentent quand même, comme on l'a fait ce matin, toute une série de documentations, en particulier des colloques comme celui qu'on vient de voir, pour nous montrer et nous réassurer que notre alimentation, en fait, et on l'a vu, notre consoeur Dominique Parent-Massin nous l'a dit, et Gérard aussi, n'a jamais été aussi bien contrôlée et effectivement beaucoup plus sûre qu'il y a un siècle. Alors je reviens à mon confrère Gérald Bronner, qui a fait une analyse de ce qu'on appelle l'heuristique de la peur, qui est un concept en fait dérivé du principe de précaution, selon lequel l'homme, en cas de doute, doit toujours envisager le pire. Évidemment, ça c'est quand même quelque chose qui est inquiétant, et je regrette beaucoup qu'un précédent président de la République ait pu le mettre dans notre Constitution. Et j'ai été très surpris, agréablement, lundi soir, puisqu'à l'Académie des technologies, on a organisé notre première convention. Et cette convention était dédiée à la filière agroalimentaire. Et donc, elle a été clôturée, cette convention, par notre actuel ministre de la Recherche, de l'Innovation et de l'Enseignement supérieur. Et donc, Mme Vidal, pour les premières fois, je crois quand même, a mis en avant le fait que, face au principe de précaution, qu'on ne peut pas renier, dans la Constitution,
il fallait quand même essayer d'opposer un principe d'action. Parce que c'est vrai que ce principe de précaution nous a amené de plus en plus à des inactions qui sont, de mon point de vue, dramatiques pour l'avenir de nos enfants, peut-être petits-enfants, et j'en ai, et donc j'y pense. Je voudrais aussi citer 2 autres ouvrages qui sont parus récemment et qui m'ont particulièrement intéressé, qui ont d'ailleurs été bien analysés par mon confrère qui vient de presque terminer les interventions, et Gilles qui nous avait mis en exergue dans un des petits bouquins que je vous recommande à tous, d'une petite revue, très facile à mettre dans la poche, que préside notre ami Pierre Pagès, qui s'appelle tout simplement Paysan, où il y a des articles tout à fait excellents. Et donc, dans un ouvrage de Gilles Rivière à Weckstein, qui s'appelle Panique dans l'assiette, se nourrissent de nos peurs, cet auteur nous montre que le marketing de la peur ne profite pas qu'aux ONG, toujours tendance évidemment à la mettre en avant. Mais également, et ça a été largement dit ce matin, et en particulier par mon ami François Mon, aussi par effectivement des acteurs de l'agrobusiness, incluant bien entendu la grande distribution, repris largement aussi par un certain nombre de politiques populistes. Alors évidemment, vous l'avez dit, maintenant on en est à vous préconiser des aliments sans tout quoi. On finira par ne plus consommer que de l'eau et puis quelques protéines. Alors c'est pas du tout pour aller vous dire que ce que nous a dit avec beaucoup d'éloquence mon confrère et ami Hervétis, que lorsqu'on va détexturer toutes ces matières premières végétales ou animales pour en faire des nouveaux produits et qui, comme il l'a montré à l'image de ce qui s'est fait dans le monde de la musique, vont peut-être demain nous alimenter. Non, loin de là, je pense qu'effectivement ce sont des pistes tout à fait intéressantes pour créer de l'innovation. Mais c'est vrai que je pense que les Français ont tendance à se soumettre trop facilement au lobby qui les manipule. Et cela, là encore, Gérald Bronner nous avait attiré l'attention en disant qu'est-ce qui permet ça? Ce qui permet ça, incontestablement, c'est les moyens nouveaux de communication, c'est-à-dire, je parlais de la toile, je parlais du web, de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, où évidemment, on va aller prendre ce qui nous paraît être nos croyances. Et c'est le gros problème, c'est que nous sommes ici dans une société savante. Et que cette société savante, en principe, elle est là pour nous amener des analyses qui mettent en place essentiellement des méthodes et de la rigueur. Or, évidemment, quand on parle de croyance, la rigueur, elle n'existe plus. Alors, une autre chose, je vais citer un autre bouquin dans ma conclusion, de Jean-Paul Krivine, qui est un rédacteur en chef de Sciences et Pseudo-Sciences, qui prétend qu'en fait, enfin, c'est pas lui, c'est plusieurs, c'est une école, que notre cerveau se comporte de telle manière qu'il y a un mécanisme qui est conçu pour accorder la priorité aux mauvaises nouvelles. Alors ça, je ne sais pas si c'est mondial, parce que quand on regarde effectivement un certain nombre d'études qui sont publiées et qui analysent le comportement des consommateurs dans le monde entier, je trouve que les plus pessimistes au monde, c'est les Français. Alors bon, je ne sais pas si c'est effectivement un phénomène qui est lié à notre cerveau et à la façon de penser qu'il y a que ce qui est mauvais qui nous intéresse, mais bon, c'est peut-être un mal français. Alors, je ne vais pas revenir sur, j'avais préparé quelque chose, mais ça a été largement dit sur les croyances, en particulier des bénéfices nutritionnels et santé des produits bio. Bon, c'est vrai qu'on a un groupe à l'Académie très actif qui publie régulièrement et qui montre que pour l'instant, en analysant l'ensemble des publications qui sont faites à travers le monde, les bénéfices nutritionnels et santé, on les cherche toujours. Et puis, comme ça a dit très justement, dans la mesure où, en particulier, je remercie beaucoup Pierre Pagès de son intervention, dans la mesure où on va nous interdire de plus en plus les médicaments des plantes, eh bien, comme nous l'a montré très justement Dominique Parent-Massin, on va avoir de plus en plus des polluants naturels, des mycotoxines en quantité, et donc on aura des risques beaucoup plus importants que ceux qu'aujourd'hui on estime avoir en consommant des produits alimentaires contaminés par les pesticides. Et là,
dire un mot là-dessus parce que j'ai trouvé tout à fait intéressant. J'ai lu ça dans une revue à grand public, qui est tout simplement Sciences et Avenir, où il y a un médecin épidémiologiste qui s'appelle Luc Multinier, qui a fait un spécialiste des substances chimiques, environnementales, donc sur notre santé, et qui dit la chose suivante, et ça m'a vraiment interpellé. Il dit « Quitte à ce qu'il soit contaminé en pesticides, le bénéfice certain de la consommation de 5 fruits et légumes par jour est bien supérieur au risque hypothétique dû à la contamination de ces pesticides. » Je trouve ça tout à fait intéressant. Et alors, un autre point que je voudrais soulever, et qui est lié à des interventions de la salle, qui est celui de qu'est-ce qu'on peut faire, nous, scientifiques, pour faire prendre en compte un peu mieux les documents que je qualifie de rigoureux, qui sont produits par les scientifiques et les technologues, notamment dans nos sociétés savantes que sont les académies. Et alors pour ça, on a à l'Académie des technologies une commission qui s'appelle Technologie et Société. Alors, comme toujours, pour essayer d'éclairer nos lanternes, on fait appel, évidemment, dans nos auditions, à des experts, on qualifie d'experts. Et puis, on avait un jour, sur cette question qui est « qu'est-ce qu'on peut faire ?», invité Bruce Naturier. Bon nombre d'entre vous connaissent, évidemment, c'est quelqu'un qui s'intéresse au sondage et qui est actuellement le directeur de l'Institut de sondage Ipsos. Alors, il nous a dit deux choses qui là aussi, m'avaient beaucoup intéressé. La première, c'est que, bon, nous vivons dans un système d'hypercommunication qui, grâce au web, comme je viens de vous le dire, va diffuser des désinformations et qui vont être amplifiées par l'effet web. Mais le deuxième point, et celui-là m'interpellait beaucoup plus, en fait, et m'interpellait, je pense, nos confrères en général des sociétés savantes, c'est la chose suivante. Il nous dit, dans les démocraties où les pouvoirs sont remis en cause, pouvoir politique, pouvoir administratif, pouvoir médiatique, et les sociétés savantes, en fait, qui reposent donc sur nos académies, elles sont perçues comme des formes de pouvoir. Formes de pouvoir de ceux qui savent par rapport à la masse des incultes. Il nous dit, ça, c'est quelque chose qui est difficile à combattre, parce que, effectivement, comme je venais de vous le rappeler là, ces formes de pouvoir, elles sont discréditées partout. On s'aperçoit qu'au niveau politique, on a de plus en plus de mal. Heureusement, là, on est peut-être sur une phase qui s'améliore, mais ça devenait très compliqué. Et je pense que nous, au niveau de nos académies, il faut qu'on pense à ça. Comment faire pour pouvoir le percevoir? Alors, c'est un questionnement qui est récurrent. Bon, il y a certainement certains points qui peuvent améliorer qu'on connaît la plupart du temps. Pour communiquer, c'est un véritable métier. Il faut savoir s'adresser au peuple que l'on veut contacter, à la population, à la cible que l'on a. Et pour en parler, il faut surtout essayer d'utiliser un mot français que je n'aime pas du tout. Je préfère le mot anglais, mais peu importe, vulgariser. Donc vulgariser, c'est pouvoir utiliser les mots qui contiennent pour se faire entendre. Et malheureusement, c'est vrai, je reconnais un certain nombre de mes collègues, confrères, amis, utilisent parfois un langage assez ésotérique et qu'il est difficile de comprendre pour tout un chacun. Donc c'est une des premières pistes, évidemment, mais il y en a bien d'autres. En tous les cas, moi j'ai été effectivement très intéressé par l'ensemble de ce qui a pu se dire ce matin, et j'ai trouvé qu'on était allé vraiment au bout de ce qu'on souhaitait vous présenter. J'espère que vous y avez trouvé beaucoup d'intérêt, que vous pourrez, dans les cercles d'amis, lorsqu'on discuterait de notre alimentation et des peurs, pouvoir les rassurer. Et là-dessus, en tous les cas, puisqu'on arrive à l'heure du déjeuner, je vous souhaite bon appétit. Donc merci à vous tous pour votre participation à ce débat et à cette conférence. Donc juste un mot, les débats et la conférence sont enregistrés et donc seront disponibles à partir de demain sur le site de l'Académie, si vous voulez vous rappeler un certain nombre de choses. Et je vous invite maintenant à rejoindre le cocktail qui est à l'étage au-dessus, dans la bibliothèque de l'Académie. Bon appétit!